Glissant, merci de nous recevoir chez vous. Vous avez fait escale à Paris. Vous êtes écrivain, essayiste, poète. Vous êtes aussi un militant politique. Vous êtes un voyageur devant l'éternel. Vous avez écrit une bonne quarantaine d'ouvrages. Vous avez une théorie du monde. Vous avez une théorie de l'imaginaire. Vous êtes un grand rêveur, mais aussi quelqu'un qui, à partir des mots, formule des propositions pour mieux vivre ensemble, entre nous, quelles que soient nos races, nos ethnies, nos religions. Tout ça a commencé dans votre petit village. Vous êtes né en 1928 à Sainte-Marie, dans le nord de la Martinique, dans une Martinique un peu inconnue, assez rude, où il fait souvent froid, où il y a un brouillard qui permet de ne pas voir le paysage immédiatement sous les yeux, et cette opacité peut-être du réel qui se découvre petit à petit au fur et à mesure que le jour s'élève, et peut-être au fondement de votre imaginaire, au fond. C'est beaucoup de choses à mon propos. C'est bien de partir d'un endroit où l'on est né. On ne peut jamais faire abstraction du lieu, de son lieu. Je dis toujours que le lieu est incontournable. Mais il est incontournable aussi dans le sens où on ne peut pas en faire le tour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'emmurer. On ne peut pas mettre des murailles et des murs autour de son lieu. Et dans ce sens, on est appelé à connaître, même par l'imaginaire, tous les lieux du monde. Car tous les lieux du monde, aujourd'hui, dans les temps modernes, tous les lieux du monde se rencontrent, s'affrontent. Il y a des guerres, il y a des génocides, il y a des massacres, il y a des épidémies, il y a des famines, il y a des inondations, il y a des incendies, des tremblements de terre. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau, qui est que nous avons tous le sentiment que nous vivons la même dimension que j'appelle mondialité. Nous vivons cette dimension et que nos destins, nos devenirs sont inséparables, que nous le voulions ou non. Mais ce qui est passionnant, c'est que nous ne pouvons pas décider de cela de manière mécanique, parce que le monde est inextricable. Il faut une intuition extraordinaire pour essayer de comprendre ce qui se passe, par-delà toutes ces calamités dont j'ai parlé, ce qui se passe, qui est peut-être, je dis peut-être, susceptible de nous réunir un jour. Oui, peut-être, mais nous partons de votre lieu d'origine, oui, de l'endroit où vous êtes né dans ce monde-ci. Mm-hmm. Le monde a beaucoup changé d'ailleurs depuis votre naissance. Oui. Cette origine vous a-t-elle fondé à l'intérieur de vous-même une identité? Absolument. Les sons, les couleurs, les odeurs. Je raconte parfois que quand j'avais peut-être un mois d'existence, ma mère m'a pris sous le bras et a traversé la Martinique en diagonale pour aller de Sainte-Marie, où je suis né, au Lamentin, où j'ai grandi. Et je suis absolument persuadé que je me souviens de ce voyage-là, qu'il y a quelque chose qui est resté, que le paysage et le paysage martiniquais a imprimé en moi, là, d'une manière définitive, quelque chose qui a
qui a grandi et qui a bougé au fur et à mesure de mon existence. Dans tous vos livres, Édouard, il y a ce bruissement, ce murmure, cette espèce de langue très sensuelle, très ardente, très incandescente qui parcourt votre œuvre, plus de 40 livres au jour d'aujourd'hui, et en même temps cette espèce de sensualité qui impressionne quasi biologiquement le lecteur ou la lectrice que je suis, et en même temps, tout le temps, un sentiment d'universalité quand on vous lit. Un sentiment d'universalité, quoique je dois dire que je me méfie un peu de la notion d'universel, au sens l'universel peut être une manière de cacher ou d'essayer d'oublier les réalités quand elles sont trop contraignantes. Je pense que plutôt que de l'universel, je parlerai de quelque chose de tout à fait nouveau pour nous dans le monde actuel. Je parlerai de la relation. Je parlerai de la relation parce que pour moi, la relation, c'est la quantité finie de toutes les particularités du monde, sans en oublier une seule. Et je pense que la relation, c'est notre forme d'universel aujourd'hui. C'est notre manière à nous tous, d'où que nous venions, d'aller vers l'autre et d'essayer, comme je dis souvent, de se changer en échangeant avec l'autre, sans se perdre ni se dénaturer. Et je pense que c'est sans cette révolution, nous continuerons à souffrir les souffrances que le monde endure aujourd'hui. Alors, ce que vous appelez relation, c'est la possibilité d'un vivre ensemble, quel que soit notre âge, quelle que soit notre localisation géographique, quelle que soit notre classe sociale. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué par ce mot de mondialité cette espèce d'univers d'aujourd'hui où nous sommes convoqués à vivre des événements qui sont très lointains, sur lesquels nous ne pouvons pas agir, mais à l'intérieur desquels nous vivons. Vous opposez ce mot de mondialité au mot de mondialisation. Comment pouvez-vous expliquer cette théorie, parce que c'est véritablement une théorie du vivre ensemble que vous élaborez? La mondialisation, c'est l'envers négatif de ce que j'appelle mondialité. La mondialisation, c'est le nivelage par le bas. C'est la monotonie. Tout le monde s'habille de la même manière, tout le monde a les mêmes réactions, tout le monde veut manger les mêmes produits universels. Tout le monde parle l'anglais. Tout le monde parle anglais, tout le monde, etc., etc. C'est, si vous voulez, l'égalisation. Par le bas. Plutôt. Par le bas. Et ce qui se passe, c'est que les poètes ont toujours dit, et les poètes ont presque toujours raison, que ce qui se perd dans le monde, c'est le divers. C'est la diversité, le divers. Ségalène le disait déjà au début du XXe siècle. Et la mondialisation, c'est l'antidiversité. Ça, mais comment combattre la mondialisation? À part, il y a des combats concrets, réels. Ça, il y a des combats, les combats les rassemblements, mais il y a aussi l'imaginaire. Ça, et l'imaginaire ne se change pas comme cela. Et l'imaginaire ne se change surtout pas en se renfermant sur soi-même. Combattre la mondialisation, on ne peut pas le faire
si on s'enferme sur soi-même. Si je ne suis pas dans la mondialité, je ne peux pas combattre la mondialisation. Si je me renferme sur moi-même, si je me renferme dans mes murs, dans ma maison, dans ma cité, dans ma nation. Et c'est pourquoi je pense que ce sentiment de mondialité qui est presque une poétique, mais qui est une poétique active, qui n'est pas une poétique contemplative, purement contemplative. C'est une poétique active qui permet l'échange, et qui permet le change, et qui permet de se maintenir tout en devenant autre. Et ça, c'est difficile pour les peuples et les individus d'aujourd'hui. C'est difficile à comprendre. Parce que on a l'impression que si on devient autre, on se perd, on se dilue, on s'évanouit, on abandonne quelque chose, une part de soi qui était séculairement là et que c'est pas possible. Et pourtant, il faudrait bien qu'on y vienne à ceci que aller à l'autre et se changer avec l'autre, ce n'est pas se perdre et ce n'est pas se dénaturer. Et je crois que les poètes mènent ce combat-là, le combat de cette diversité et de cette unité et diversité et le combat de cette mondialité. Alors, je est un autre, on le sait depuis longtemps dans l'histoire occidentale, et en même temps, nous ne pouvons continuer à être nous-mêmes que si nous essayons sans arrêt, en permanence, d'accepter une part de l'autre pour constituer un supplément d'identité. Comment trouver ce point d'équilibre? Comment on fait? Je sais bien que vous êtes poète, je sais bien que le vent du large souffle dans notre imaginaire à nous tous, mais comment trouve-t-on ce point d'équilibre, cette théorie que vous avez appelée le tout monde? On y reviendra aussi. Oui, écoutez. Comment on fait? Écoutez. C'est la langue? Ce n'est pas. Je ne crois pas que cela procède d'un volontarisme. Alors, je ne crois pas que on dit je veux être ceci ou je veux. C'est du désir. Ça doit être du désir et de l'intuition. Et ça peut provenir aussi d'expériences, paradoxalement, d'expériences séculaires. Par exemple, je suis tout à fait contre le fait que on propose des modèles, mais dans l'archipel de la Caraïbe, d'où je viens, n'est-ce pas, je suis natif de Martinique, qui est une des îles de la Caraïbe. À l'origine, à la constitution même de cet archipel, il y a eu une multi-relation, des apports d'Afrique, d'Europe, des Amérindiens, d'Asie, du Moyen-Orient, et tous ces apports se sont fondus, pas facilement. Il y a eu il y a eu l'esclavage, il y a eu, etc. Et les Caribéens savent instinctivement, conçoivent instinctivement aujourd'hui que avoir une identité, ce n'est pas avoir une souche unique. Qu'avoir une identité, ça peut être avoir plusieurs racines, avoir ce que Deleuze-Guattari appelait un rhizome, n'est-ce pas? C'est-à-dire des racines qui poussent à la rencontre d'autres racines sans les tuer, et en se renforçant dans la fréquentation de ces autres racines. Et par conséquent, il est possible de concevoir, n'est-ce pas,
un isolement, ni un renfermement, ni que l'identité, ça peut être un partage. Il est possible. Et quand je dis que le monde entier se créolise, parce que c'est cela, ce partage, c'est une créolisation. Ça ne veut pas dire qu'il devient créole, n'est-ce pas? Ça veut dire que il entre dans une période de complexité et d'entrelacement tel que il nous est difficile de le prévoir. Le monde est inextricable, mais il y faut de l'intuition et il y faut un changement de l'imaginaire. Et c'est ce changement de l'imaginaire, tant qu'on n'aura pas fait cela, tant qu'on n'aura pas accédé à ce changement de l'imaginaire, nous continuerons à nous tuer entre nous. Donc, le poète est celui qui se bat pour ce changement de l'imaginaire. Et aussi, il peut se battre pour des causes concrètes et réelles, n'est-ce pas? Ça, c'est une autre question. Mais ce changement de l'imaginaire, il faut absolument que nous arrivions à l'établir parmi nous. Alors il y a une pensée archipélique à l'intérieur de tous vos ouvrages. Vous êtes vous-même issu d'un archipel. Il y a une pensée par fragments. Il y a aussi deux êtres en vous, sans doute beaucoup plus, Édouard Glissant. Mais il y a au moins le méditatif, celui qui se recueille à l'intérieur de lui-même et qui sait ouvrir les yeux à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Car dans vos ouvrages, le jour et la nuit ont part égale. Et qui sait regarder une perle de rosée sur un arbre, ou qui sait regarder une nature qui est en train de s'éveiller, ou un animal tapi dans l'obscurité, ou la beauté d'un visage, ou même le surgissement et la violence d'un cyclone. Et puis il y a chez vous aussi ce côté justement visionnaire, comme si vous étiez en avance sur notre monde d'aujourd'hui, comme si vous vouliez le précéder par toute cette pensée méditative qui vous habite depuis votre enfance et qui nous permettrait de penser le monde de demain, c'est-à-dire le futur du XXIe siècle. Je ne crois pas que je sois le seul. Je dis que souvent que un lieu commun, ce n'est plus une banalité, ce n'est plus une évidence sur laquelle on peut passer. Un lieu commun, c'est un lieu où une pensée du monde rencontre une pensée du monde. Il m'arrive souvent d'écrire quelque chose, n'est-ce pas? Et je me dis, ah, ça c'est fantastique, j'ai touché là quelque chose bon. Et 4 ou 5 jours après, dans un journal italien où je trouve la même idée, exprimée d'une autre manière, n'est-ce pas? Sous un autre angle. Et ça, c'est un lieu commun. C'est une des conditions de notre monde actuel. C'est une manière de partager tout en étant loin, tout en de se toucher tout en étant loin. Et ça, c'est une des conditions, une des situations du monde moderne qui fait que nous sommes tous très jeunes.
dans ce monde nouveau qui se présente à nous, et nous sommes tous des prophètes dans ce monde-là. C'est vrai qu'il nous arrive à chacun d'entre nous des choses extraordinaires que nous ne percevons peut-être pas, ou quand on les vit, tout d'un coup, on se les cache à l'intérieur de nous-mêmes, sans oser même le dire à son amoureux. Et ça parcourt toute votre œuvre. On peut prendre un exemple très concret qui nous est tous arrivé à chacun de nous. Par exemple, on lève les yeux vers le ciel, on le fait pas assez d'ailleurs en général de regarder le ciel, et puis on voit une nuée d'oiseaux qui s'assemblent, qui va sans doute former un V et qui est en migration. Cette image, elle est un peu emblématique de votre œuvre. Est-ce que vous pensez que cette habitation de signes secrets qu'on peut interpréter comme des espèces d'appels mystérieux du monde qui nous environne constitue une sorte de lien entre nous tous à partir du moment où nous sommes tous vivants? Oui, parce que nous avons, pour nous sauver, ou pour nous préserver, ou pour nous garder de toutes les horreurs que nous serions susceptibles de commettre. Il ne faut pas que chacun se croie le vertueux innocent et que les autres sont... Non, mais pour nous préserver de tout cela, nous avons en commun aujourd'hui, et toutes les techniques modernes y mènent de manière souvent catastrophique, mais y mènent quand même. Nous avons en commun le sentiment que un vol d'oiseaux est à la fois une unité et à la fois une diversité. C'est ça qui nous frappe, qu'une brousse est à la fois une unité et une diversité. Une forêt, que c'est des individus et c'est des individus ensemble, des individus qui ont quelque chose ensemble, et que nous avons le même sentiment aujourd'hui, qui est très fort, que le monde et nous, c'est une unité diversité. Si tu tues l'arbre, tu tues l'homme. Si tu tues la rivière, tu tues l'homme. Si tu tues la mer, tu tues l'homme. Et par conséquent, nous avons ce sentiment qui n'existait pas auparavant. Auparavant, c'était un sentiment qui était réservé aux saints, aux poètes, aux innocents, etc. C'est une affaire d'intuition du monde, d'intuition de la totalité monde, et c'est pourquoi peut-être encore les poètes sont les plus à même de pressentir cela et de le dire. Édouard Glissant, merci de nous recevoir aussi dans votre bureau. J'ai remarqué qu'il y avait 3 bureaux dans votre bureau, qui est aussi votre chambre à coucher, qu'il y avait un bouquet de fleurs séchées, des tableaux de Sylvie, votre épouse, des bouquins partout. C'est un véritable chantier que ce bureau, un ordinateur, petite concession à la modernité. Oui, mais l'ordinateur sert à corriger. J'écris directement à la main. Je ne suis pas capable d'écrire directement à l'ordinateur. Et ce, depuis le début? Depuis le début. Je pense que quand on écrit à l'ordinateur, on écrit comme tout le monde. Qu'il y a... Là, ce n'est vraiment pas la diversité, c'est
l'uniformité par l'écran. Depuis La Lézarde, prix Renaudot en 1958, qui vous a lancé littéralement dans le Paris mondain, dans le Paris littéraire, et qui a fait votre renommée internationale. Paris mondain, non, moi, si, vous avez été lancé comme un jeune homme extrêmement doué, vous avez été reconnu extrêmement jeune. On a l'impression que depuis cette œuvre qui s'érige en différents massifs, il y a les essais, il y a la poésie, il y a les romans, il y a aussi les prises de position politiques, il y a le théâtre qu'il ne faut pas oublier aussi à l'intérieur de votre œuvre. On a l'impression que finalement vous continuez à croire à la forme du récit, mais pas aux histoires, à l'histoire vraie. Peut-être que je ne crois pas tellement au récit non plus. C'est fini. La Lézarde était un récit innocent. Parce que c'était une tentative d'appréhender la naissance du langage et la naissance à la poésie dans une communauté de jeunes gens, dans un pays colonisé. Mais je ne crois pas tellement au récit. D'une manière générale, en Occident, on pense que le récit est le noyau central de toute littérature. Je ne le crois pas. Je crois que le noyau central de toute la littérature, c'est le poème. Mais le récit se transforme en quelque chose d'autre, à mon avis, qui est le poème du monde. Oui, enfin, il y a quelque chose d'épique aussi dans votre littérature, parce qu'il y a toujours des personnages auxquels on peut s'identifier, des histoires qui sont des histoires d'insurrection d'esclaves et de lutte pour l'indépendance. Mais ce ne sont pas des récits. À mon avis. C'est pas les fresques épiques, c'est le poème du monde. Ce poème du monde, il peut entrer dans tous les détails. Il peut entrer dans... Mais c'est en général le poème de l'espace et le poème du temps. Je ne crois pas aux récits psychologiques. Je ne crois pas aux petites histoires qu'on raconte. Mais d'ailleurs, on est transporté ailleurs quand on vous lit. On n'est pas dans une histoire occidentale. On est vraiment au fond du fond de la mise en abîme de l'univers, au fond. On est partout et nulle part en même temps. On est peut-être à l'intérieur de soi, d'ailleurs, quand on vous lit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une prétention du récit à entrer dans les profondeurs de l'âme humaine. Il n'y a pas de psychologie chez vous. Je crois que ce qu'on pourrait appeler l'âme humaine, c'est le rapport au monde. Il y a quelque chose de matriciel. J'avais l'impression d'être une nageuse qui, en lisant vos ouvrages, commençait à m'ébattre dans cette mer que vous avez constituée à la fois de ces récits, de ces poèmes, mais aussi, alors je voulais aussi vous demander, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de révolte et que vous étiez un homme en colère. Parce que quand on vous lit, il y a aussi des personnages qui sont en révolte contre l'injustice, qui sont en révolte contre la soumission, et que la plupart de vos textes s'ordonnent auprès de personnages qui arrivent à conquérir leur liberté. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est surtout une révolte contre l'oubli. C'est surtout une révolte pour la mémoire. Ce qu'il y a de plus terrifiant dans l'histoire des peuples qui ont été dominés, ce n'est pas tant la domination elle-même qui a été accompagnée de révoltes. Ce qu'il y a de terrifiant, c'est l'oubli. Quand on proposait d'établir l'idée que l'esclavage est un crime contre l'humanité, les gens disaient, enfin, il y a des gens qui disaient, pas tout le monde heureusement, mais à quoi ça sert, c'est fini ces histoires, etc. Or, nous ne pourrons pas vivre le monde ensemble si nous n'avons pas des points de vue convergents
sur ce qui s'est passé. Mais si nous ne savons pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a aussi chez vous une espèce de dimension vraiment de mémoire commune qu'il faut redonner au peuple. Vous expliquez dans certains de vos textes à quel point même l'histoire de l'esclavage a été oubliée volontairement par les maîtres et à quel point les anciens esclaves qui sont devenus des citoyens français aujourd'hui ne connaissent pas leur propre histoire, n'ont pas accès. Oui, l'oubli aussi. Et que l'oubli volontaire. Oui, et cette mémoire reconquise, c'est extrêmement intéressant du point de vue, alors je dirais même du point de vue littéraire. Pensez au chef-d'œuvre de Proust, à la recherche du temps perdu, qui est comme une sorte de cathédrale, n'est-ce pas? Je dis toujours que nous ne pourrions pas faire ça, nous autres qui avons vécu cette période d'esclavage, nous ne pourrions pas faire ça. D'abord parce qu'il y a ce voile d'oubli qui a été mis, mais que nous ne l'avons pas perdu parce que nous ne l'avons jamais eu. Et je dis que c'est un temps éperdu. Pas un temps perdu, mais un temps éperdu. Que nous sautons de roche en roche sur la rivière du souvenir pour essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Et là, c'est une manière de concevoir la littérature dans son rapport au monde et dans son rapport à l'histoire. Ça sent bon chez vous, Édouard Glissant, ça sent bon le café dans votre cuisine, puis je vois que vous aimez la bonne vie, la bonne chair, je sais que vous êtes un très bon cuisinier. Il y a aussi un côté chez vous qui est extrêmement important, c'est que vous avez contribué à ce qu'il y ait plus de dignité, à ce qu'il y ait plus de liberté, à ce qu'il y ait plus d'indépendance en Martinique, mais vous avez toujours lutté pour la dignité des droits de l'homme. Et je voudrais qu'on parle un peu de votre militance. Cette militance qui n'a cessé de vous hanter, pour laquelle vous n'avez cessé de combattre. Je voudrais qu'on se réfère à ces années 58-59 où vous avez été un des fondateurs du Front Antillo-Guyanais. Ça a été très important, je crois, pour nous tous. Oui, j'hésite beaucoup à parler il y a une mentalité d'anciens combattants que je n'apprécie pas beaucoup. Mais ce que je voudrais dire, c'est que un poète est toujours un militant. Ça c'est la chose fondamentale. Il n'a peut-être pas besoin d'être inscrit dans un parti, mais un poète est un militant. Et pour revenir à quelque chose que nous disions au début de nos conversations, le poète est toujours solitaire et solidaire. Solidaire parce que le poète a le sens ou l'intuition ou une sorte de nécessité en lui de considérer le monde comme une tentative éternellement recommencée d'équilibre et d'égalité. Et par conséquent, un poète ne peut pas considérer que
la recherche de la justice, de l'équilibre et de l'égalité entre les hommes et entre les peuples est une tâche fondamentale. Vous nous aidez à continuer à vivre, mais en lisant vos livres, et notamment votre dernier ouvrage, on a l'impression aussi qu'il y a une espèce d'hyper-conscience d'une apocalypse qui pourrait s'avancer dans le monde d'aujourd'hui et qu'il faut vraiment que nous tous, nous demeurions des indépendants, des résistants, que ça soit... Absolument, parce qu'il faut résister à l'idée de l'apocalypse, mais savoir qu'elle est toujours là, est possible, mais il faut y résister. Y résister, c'est conquérir son indépendance, c'est vrai. Et c'est concevoir et aider aux indépendances des autres. Alors dans cette escale parisienne où vous avez accepté de nous recevoir, vous avez souhaité inviter 2 amis. Le premier, c'est un poète, lui-même grand adorateur du poète avec un grand P. Je veux parler d'Arthur Rimbaud, Alain Borer. Et le second de vos invités ce soir, c'est un autre grand ami, c'est René Friedman, le professeur Friedman, qui est le père du bébé Amandine. Il est sur les bords des questions essentielles de l'être. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui le rapproche beaucoup de ce que j'essaie de dire. Alain Borer, vous avez eu la chance de rencontrer Édouard Glissant sous toutes les latitudes, dans tous les continents. Tellement que lorsque j'ai ce plaisir de rencontrer Édouard, je ne sais pas où je suis. La preuve que je suis à Paris, c'est que j'ai mon vélo dans l'entrée. Sinon, te voir partout, on pourrait dire que c'est normal pour l'auteur du Tout Monde, mais ça tombe bien pour moi parce qu'en te rendant visite, je me demandais vraiment où vivre. Je ne sais pas trop où vivre. Alain Borer, je voudrais aussi que vous nous racontiez quel chef de bande, ou plus exactement quel capitaine de navire est Édouard, parce que vous avez le privilège d'être associé à ce projet complètement fou, mais bien réel, qui est celui d'Édouard, la boudeuse. Oui, vous l'imaginez, Édouard Glissant en proue de vaisseau, et il faudrait se pencher avec respect devant cette proue, parce que d'abord, pardonne-moi de dire, cher Édouard, que tu es aussi un descendant de quelques-uns de ces grands poètes qui en ont Ségalène. Alors, il faut expliquer comment s'est constitué ce projet et comment il est né. Eh bien, ce projet est né d'abord, il y a la réalité de la boudeuse. C'est monsieur Franceschi qui est un explorateur qui fait le tour du monde en 2 ans sur ce bateau, qui est un frêle esquif. On ne peut plus Rimbaldien, et il n'arrête pas, Franceschi, de faire des tours du monde, oui. en ULM, en bateau. Oui, oui. Et alors, l'Encyclopédia Universalis a voulu s'associer à cela, et en imaginant que l'on aille à la rencontre de 12 peuples qu'on a appelés les peuples de l'eau, parce qu'on ne peut les rejoindre que par la mer ou des rivières. Et j'ai proposé que on ait ce que je crois la chose fondamentale de notre univers, on est un écrivain, un poète qui raboute son imaginaire à l'imaginaire de chacun de ces peuples. Et je pense que ces 12 ouvrages qui vont surgir comme cela de cette tournée contribueront, j'en suis persuadé, à
à rassembler quelque chose que nous sentons diffus en nous, mais qui est là. Parce que aussi bien dans ton œuvre, disons, en général, aussi bien les poèmes que les romans, que tes essais, mais aussi dans ton action, il y a toujours un désir, un projet de métissage. Et alors là, donc nous sommes dans le paradoxe de Bougainville. Il se trouve que ce sera justement un bateau à son nom, une version du bateau qu'il a employé pour aller justement dans le Pacifique, qui va retourner faire ton projet de créolisation, de métissage, de tissage d'abord. Mais qu'est-ce qu'on apporte là-bas? On est exactement dans le cas de Bougainville, en touchant... On n'est pas dans le cas de Bougainville, parce que Bougainville, moi j'ai été élevé dans l'idée qu'on m'a susurré puis imposé que les colonisateurs allaient civiliser les sauvages. Ils n'allaient pas essayer de bénéficier d'un contact avec. Ils allaient profiter de ce contact en camouflant cela sous le prétexte universel de civiliser des sauvages. Ce qui caractérise l'entreprise que nous avons en ce moment, c'est de rendre commun un imaginaire qui est en ce moment un imaginaire oublié ou un imaginaire méconnu. Et à mon avis, ce n'était pas le cas de Bougainville. Je crois qu'on a sonné à la porte, mon cher Édouard. Et ce doit être convié un autre invité qui est notre ami René Friedman. Oui, que nous allons recevoir. Il va sûrement arriver. Friedman, merci d'avoir quitté l'hôpital un peu plus tôt que prévu ce soir. Sur quoi est fondée votre amitié avec Édouard? Ah, ça c'est une question. Mais d'abord sur la rencontre, je dirais pour moi en tous les cas sur la rencontre avec Édouard en tant qu'homme et en tant qu'écrivain, mais en tant qu'homme d'abord, parce que je connaissais pas ses écrits avant de le rencontrer. Et puis ensuite, je crois que c'est un échange, en tous les cas, dans lequel moi j'ai toujours puisé énormément d'éclairage sur les questions qui m'habitent. C'est les questions essentielles autour de l'identité. Et finalement, je suis moi confronté dans le travail que je fais sur l'identité biologique, la recherche de l'identité, les problèmes de l'affiliation. Les liens, en plus avec tout le développement scientifique, toutes ces alternatives qui n'existaient pas auparavant. Je parle des mères porteuses, des dons d'ovocytes, des dons de sperme et bien sûr des possibilités théoriques, en tous les cas du clonage. Et dans toutes ces identités biologiques, je dirais où les gens souvent s'interrogent de façon très anxieuse ou anxiogène, il y a l'identité de la personne, l'identité culturelle, et dans le tout-monde, ces échanges, ces ouvertures vers l'autre, qui sont justement portées par l'écriture d'Édouard, et qui viennent donner un souffle dans ce carcan que pourrait être la biologie. Je veux dire, qui peut être extrêmement réductrice, puisqu'on va dire un homme, ce sont ses gènes, c'est la génétique, mais autant il ne faut pas rester sur le tout biologique et le tout génétique, et l'homme c'est vraiment sa dimension justement culturelle. Et c'est là où tes écrits, tes paroles, je veux dire, m'enrichissent toujours. Voilà. Ce qui me passionne, c'est
René, c'est que il tourne autour d'une question autour de laquelle l'humanité a toujours tourné sans jamais, c'est la question de l'être. Qu'est-ce que c'est l'être? C'est ça? Est-ce que l'être, c'est une combinaison du spirituel et du physiologique? Est-ce que l'être est une pure émanation? Est-ce que l'être est un dépassement? Est-ce que l'être n'est pas une source? Est-ce que l'être n'est pas à la source? Mais cette question de l'être, est-ce qu'on ne se la pose pas quand on va opérer, quand on va... Tu vois, ce qu'il y a, moi, ce qui me fascine, c'est que, bon, d'abord, on est à un moment, quand tu regardes l'embryon humain, hein, je prends cette situation-là, que tu vas prendre, que tu vas éventuellement examiner. D'abord, tu es sur quelque chose d'un être à venir. C'est déjà quelque chose d'assez incroyable. Et tu peux connaître des traits génétiques, là, on est à la biologie, tu connais pas autre chose il n'y a pas de caractère ou des choses comme ça, mais tu peux connaître des traits d'un être qui n'est pas encore là. Donc, quelque part, il y a une espèce de temps qui c'est déjà assez incroyable. Mais surtout, quand tu regardes ces données-là, qui sont des données fondamentales, que je ne résume pas à cela, tu ne peux pas voir les différences, les singularités. Hein, il y a une espèce de tronc commun. Et puis, là-dessus, il y a toutes ces singularités, en particulier culturelles, qui vont s'installer du fait de l'environnement. Et c'est toujours ce balancement et ces interrogations entre l'inné et l'acquis, entre le biologique et l'environnement, entre l'influence de l'éducation et de la relation, hein, finalement, puisque l'être peut-il exister sans relation? C'est à toi que je peux poser la question. Et ce qui est étonnant, c'est d'avoir franchi un pas, au sens où ce qui était invisible est devenu visible, enfin une étape, et ce qui était intouchable est devenu manipulable. C'est-à-dire qu'on a des possibilités, en tous les cas, de connaissance, encore une fois, de certaines caractéristiques d'un être qui n'existe pas. Et puis la question fondamentale, c'est effectivement, quand est-ce que c'est une personne humaine? Mais encore une fois, moi, la rencontre, je dirais, qui moi me fascine avec tes œuvres, c'est justement par rapport en même temps, cette combinaison entre l'unicité et la diversité. C'est vraiment ce va-et-vient permanent, cet entre-deux, entre bien sûr le substrat biologique et, je dirais, cette diversité, cette reconnaissance, cette acceptation de l'autre. Alors, il y a une question que je voudrais te poser. Est-ce que dans ton travail de ménagement, si on peut dire ça ainsi, tu conçois que un métissage est toujours à la base de toute création? Non, bien sûr, parce que si tu veux, quand tu rentres dans le, comment dire, à cette échelle, hein, je dirais des gènes, des mutations, je dirais ces données-là, tu t'aperçois que même sous des aspects à peu près similaires, hein, je dirais, il y a tellement de variétés, il y a tellement de différences, que vraiment, moi je trouve que que l'étude biologique ne fait que couvrir vers la diversité, vers la différence. Et pourtant, je suis quand même frappé que des gens aussi importants, par exemple que Crick et Watson, et Crick en particulier, qui ont eu le prix Nobel pour la compréhension de la situation de l'hélice de l'ADN, a eu une position totalement fasciste sur la notion de l'homme avec des hommes supérieurs et des hommes inférieurs. Autrement dit, la biologie ne mène pas forcément, hein, je dirais, parce que je crois qu'à chaque fois, il y a une réflexion idéologique de ce qu'on fait, comment ça peut être utilisé, qui est parallèle. Bon. Mais moi, je suis centré, enfin, ce qui me fascine, c'est déjà la diversité de ce qui constitue l'unité. C'est-à-dire, quand tu vois déjà ce
c'est fabuleux quand même, de quoi nous sommes faits pour arriver à cet échafaudage extraordinaire qui arrive que nous sommes des parlants. Donc ça, c'est vrai que c'est assez fascinant. Et puis encore une fois, c'est ces différences, quoi, ces différences permanentes qui vont faire que, d'abord, les gens se confient aux médecins dans une situation, ils sont tellement différents, ils ont des histoires tellement différentes, et donc ça t'oblige à t'ouvrir à l'autre. Et encore une fois, moi je trouve que dans ton travail d'écriture, il y a un souffle d'ouverture à l'autre qui me rassure à chaque fois que je suis préoccupé, quoi, si tu veux, par ce genre. Surtout souvent que il y a des tendances à ce que les gens se referment sur ce qu'ils croient être le nœud ou le résumé de ce que peut être une personne. Tu sais, alors c'est le choix du sexe, c'est le choix de ceci, comme si on pouvait cadrer. Et quand tu vois toute cette diversité et toute cette force qui existe sur le plan biologique et ces interactions culturelles, tu as envie de dire, mais non, faut ouvrir, faut vraiment... Et c'est là pour ça que moi, je crois qu'on en avait d'ailleurs parlé, une des critiques, enfin une des oppositions, pas critiques, mais une des oppositions les plus fondamentales que j'ai par rapport à la technique de clonage humain, qui n'est pas réalisée mais qui un jour pourrait l'être, c'est justement, si tu veux, parce que ça aboutirait à un identique. Alors, c'est peut-être un pseudo-identique au sens qu'il y aura des choses qui ne le seraient pas, mais il y a comme une volonté d'identique. Et dans cette volonté d'identique qui est contraire à l'ouverture vis-à-vis de l'autre, là, je crois qu'il y a un renfermement. Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui me paraît catastrophique et terrifiant dans les perspectives de clonage, c'est que la dimension de l'inattendu et de l'imprévisible disparaît. Or, il me semble que l'inattendu et l'imprévisible, c'est le fondement même de la liberté de la vie. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis aussi souvent, si tu veux, que le fait de la naissance d'un être humain avec une symbolique paternelle, une symbolique maternelle, qui existe en vérité, mais pas toujours, mais symboliquement oui, ça permet justement un espace dans lequel on va trouver sa liberté, on va se trouver soi-même. Sinon, on est dans une espèce de maillage, d'une projection d'une personne, et ça, c'est l'appauvrissement. Et tout ce qui va, je crois, dans ce sens-là, moi, m'inquiète énormément. Et c'est vrai que la biologie pourrait être utilisée pour cela, et là, il faut être extrêmement vigilant. Et c'est pour ça que la réflexion, encore une fois, sur la diversité, sur l'autre, sur ce vide qui va nous permettre de faire des pas en avant parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on va découvrir, ça je crois que c'est fondamental. Et c'est vrai qu'en ayant ça en tête, du coup, on peut répondre peut-être un peu différemment à certaines inquiétudes, à certaines angoisses de couples qui ont des problèmes de désir d'enfant qui n'aboutit pas. En tous les cas, en évitant une espèce de repliement sur soi. Et donc de s'ouvrir à d'autres alternatives et qui ont une reconnaissance de l'altérité. Et voilà, moi je suis vraiment là-dessus. Ben, c'est exactement comme cela que nous avons commencé avec Édouard tout à l'heure. Cette longue odyssée au pays de l'imaginaire d'Édouard Glissant. Merci infiniment, Édouard Glissant, de nous avoir reçus chez vous. Merci aussi à votre épouse, Sylvie, d'avoir été si généreuse et si accueillante. Merci à Alain Borer et merci à vous, René Friedman, d'avoir accepté l'invitation d'Édouard. Je vais terminer en citant quelques phrases de votre ouvrage naissant, La Cohue du Lamentin. Il n'y a pas de commencement absolu. Les commencements fluent de partout comme des fleuves en errance. La pensée archipélique est tout à l'opposé des pensées de système. Elle s'accorde au tremblement de notre monde. Le tout-monde, l'objet le plus haut de poésie, est aussi l'imprévisible en quoi il est cas au monde. J'écris en présence de toutes les langues du monde. Et c'est vraiment cela qui peut-être essayer de faire comprendre par quoi votre imaginaire rentre en contact avec notre imaginaire
chacun de nous, lecteurs de votre œuvre. Merci infiniment, Édouard Glissant. Merci à vous. Merci René. Merci Alain.